Avez-vous déjà ressenti cette sensation vertigineuse où votre monde entier s'effondre en une seule seconde? Imaginez consacrer votre vie à sauver celle des autres pour finalement découvrir que votre propre existence n'est qu'un mensonge minutieusement orchestré. C'est exactement ce qui est arrivé à Claire. Préparez-vous à plonger dans une histoire haletante, chargée d'émotions brutes et de rebondissements inattendus, une histoire de trahison, mais surtout une histoire de renaissance. Claire est une femme brillante. À 34 ans, elle est médecin urgentiste spécialisée en pédiatrie dans l'un des plus grands hôpitaux de Lyon. Sa vie est un tourbillon de gardes épuisantes, d'adrénaline et de dévouement. Côté cœur, elle partage sa vie avec Antoine depuis 10 ans. Antoine est un entrepreneur à succès dans le secteur de la logistique. Son entreprise l'oblige à voyager constamment à travers l'Europe. Claire a appris à vivre avec ses absences répétées. Leur seule véritable ombre au tableau est l'absence d'enfants. Malgré des années d'examens médicaux et de traitements éprouvants, le diagnostic est tombé comme un coup près. Claire est déclarée stérile. Antoine s'est montré étrangement compréhensif face à cette nouvelle. Il l'a rassurée souvent, lui disant que leur amour se suffisait à lui-même. Claire s'est donc réfugiée dans son travail, comblant le vide de son ventre par l'amour qu'elle porte à ses petits patients. Mais le destin a une manière bien cruelle de redistribuer les cartes. La pluie battait violemment contre le pare-brise de l'ambulance. Les gyrophares bleus déchiraient l'obscurité de la nuit lyonnaise, se reflétant sur les pavés mouillés avec une intensité presque hypnotique. Claire regardait par la fenêtre le visage fatigué, illuminé par intermittence. Elle était épuisée. Ce soir-là, ce n'était même pas son tour de garde. Elle avait accepté de remplacer un collègue tombé malade à la dernière minute. Pourquoi rentrer chez elle, après tout? Son grand appartement du centre-ville était désespérément vide, silencieux, oppressant. Son mari, Antoine, était encore parti en voyage d'affaires, prétendument à Francfort pour négocier un gros contrat. Depuis 10 ans qu'ils étaient mariés, Antoine fuyait régulièrement leur foyer à travers l'Europe pour son entreprise. Claire ferma les yeux un instant, écoutant le bruit monotone et régulier des essuie-glaces. L'infirmière, assise à ses côtés, pianotait sur une tablette tactile, totalement indifférente au drame silencieux qui se jouait dans le cœur de Claire. Le manque cruel d'enfants, le vide absolu d'une maison sans rire, les années de traitements hormonaux, les espoirs brisés chaque mois, les larmes séchées en cachette dans la salle de bain. Antoine disait toujours que ce n'était pas grave, que leur amour suffisait amplement à remplir une vie. Mais ce soir, dans cette ambulance qui fonçait vers le quartier huppé de la Croix-Rousse, Claire sentait une boule d'angoisse familière se former dans sa gorge. Le centre d'appel avait signalé une petite fille de 5 ans en grave détresse respiratoire. L'instinct médical de Claire prit soudainement le dessus, repoussant brutalement ses propres démons dans l'ombre de son esprit. Elle ajusta machinalement son stéthoscope autour de son cou, sentant le métal froid contre sa peau. La nuit ne faisait que commencer, et une enfant avait besoin d'elle. L'ambulance freina brusquement devant un immeuble haussmannien majestueux, aux lourdes portes en fer forgé. Le chauffeur coupa la sirène, laissant seulement les lumières bleues balayer les façades en pierre de taille. Claire attrapa sa lourde trousse d'urgence rouge, sentant le cuir usé sous ses doigts. La pluie glaciale de novembre lui gifla le visage dès qu'elle posa le pied sur le trottoir détrempé. Le vent s'engouffrait dans la rue étroite, faisant frissonner les arbres dénudés. Elle frissonna sous sa veste fluorescente, non pas de froid, mais d'une étrange prémonition. L'infirmière tapa le code d'entrée fourni par la centrale et la lourde porte s'ouvrit avec un clic métallique résonnant. Le hall de l'immeuble dégageait une odeur de cire d'abeille et de luxe discret. Le sol en marbre noir et blanc résonnait sous leurs pas pressés. L'ascenseur en acajou les emmena silencieusement jusqu'au 4e étage. Claire vérifia une dernière fois les informations sur la fiche d'intervention. Fille de 5 ans, prénommée Chloé. Fièvre persistante depuis plusieurs jours. Détresse respiratoire aiguë apparue dans la dernière heure. Le rythme cardiaque de Claire s'accéléra légèrement, comme toujours avant d'affronter une urgence pédiatrique. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un léger murmure mécanique. Claire s'avança dans le couloir feutré,
repérant immédiatement la porte de l'appartement entr'ouverte. Une lumière chaude et rassurante filtrait dans l'obscurité du palier. Avant même de frapper, une jeune femme apparut dans l'encadrement. Elle devait avoir une trentaine d'années, les traits tirés par l'angoisse et la fatigue. Ses longs cheveux bruns étaient attachés à la hâte en un chignon désordonné. Elle portait un grand gilet en cachemire qui semblait la noyer. « Bonjour, je suis le docteur Claire, du service des urgences pédiatriques. » La voix de Claire se voulut douce, professionnelle et apaisante. La jeune mère hocha la tête frénétiquement, les larmes au bord des yeux. « Entrez, je vous en prie, elle brûle de fièvre, elle a beaucoup de mal à respirer. » L'appartement était immense, décoré avec un goût exquis, mêlant le charme de l'ancien et du mobilier contemporain. Une douce odeur de tisane à la camomille et de miel flottait dans l'air, masquant à peine l'odeur âcre de la maladie. Claire se dirigea immédiatement vers la salle de bain pour se désinfecter les mains, un rituel mécanique qui l'ancrait dans la réalité de sa fonction. En passant, elle remarqua des cadres photos sur le mur du couloir, mais son regard glissa dessus, sans s'y attarder. Son esprit était entièrement focalisé sur la respiration sifflante qu'elle entendait provenir de la chambre voisine. Une respiration courte, difficile, caractéristique d'une grave infection pulmonaire. Elle devait agir très vite. La chambre d'enfant était plongée dans une pénombre douce, éclairée par une petite veilleuse en forme d'étoile, projetant des lueurs dorées sur le plafond. Au centre de la pièce, dans un lit aux draps froissés, gisait la petite Chloé. Ses joues étaient écarlates, couvertes de sueur, et sa poitrine se soulevait à un rythme alarmant. Claire s'approcha doucement, posant sa main fraîche sur le front brûlant de l'enfant. « Bonjour, ma grande, je suis là pour t'aider à mieux respirer, » murmura-t-elle avec une tendresse maternelle. La petite fille ouvrit péniblement des yeux vitreux, trop épuisée pour répondre. Claire sortit son stéthoscope, l'appliquant délicatement sur le dos frêle de Chloé. À chaque inspiration, un râle inquiétant résonnait dans les écouteurs. Les poumons étaient gravement encombrés. La jeune mère, se tordant les mains d'inquiétude, se tenait juste derrière Claire. « Cela fait une semaine qu'elle tousse, » expliqua-t-elle d'une voix tremblante. Le pédiatre de quartier lui avait prescrit un sirop. Cela semblait aller mieux. Mais ce soir, la fièvre a soudainement grimpé en flèche. Rien ne l'a fait baisser. Claire fronça les sourcils, concentrée sur son auscultation. La situation nécessitait une prise en charge hospitalière immédiate. L'oxygénation de l'enfant devenait critique. « Madame, j'ai besoin de voir son carnet de santé et les ordonnances précédentes, » demanda Claire avec autorité. « Il me faut connaître exactement le traitement qu'elle a suivi jusqu'à présent. » La mère hocha la tête précipitamment. La jeune femme, totalement paniquée, chercha frénétiquement du regard autour d'elle. « Le carnet de santé, je l'ai laissé dans la cuisine tout à l'heure, » balbutia-t-elle. Elle se tourna vers la porte de la chambre et éleva la voix, criant vers le couloir sombre de l'appartement. « Antoine, mon amour, apporte-moi le carnet de santé de Chloé, s'il te plaît. Il est sur l'îlot central de la cuisine. » Claire se figea instantanément. Son cœur rata un battement, puis se mit à cogner violemment contre ses côtes. Ce prénom, c'était un prénom extrêmement commun, bien sûr. Il y avait des milliers d'Antoine dans la ville de Lyon. Il n'y avait absolument aucune raison de s'alarmer. Pourtant, un frisson glacial remonta le long de sa colonne vertébrale, paralysant tous ses muscles. Elle garda la main posée sur l'épaule de la petite fille, incapable de se retourner. Des pas lourds et familiers résonnèrent sur le parquet de chêne du couloir. Ce rythme de marche, légèrement traînant, elle l'aurait reconnu entre mille. Une voix d'homme, grave et légèrement éraillée, répondit depuis le salon. « J'arrive, Sophie. J'étais au téléphone avec le bureau. » La voix, cette voix, celle qui lui murmurait des mots d'amour au creux de l'oreille depuis 10 ans, celle qu'il avait appelée la veille au soir depuis l'aéroport de Francfort, prétendant que son vol avait du retard. L'air dans la chambre sembla soudainement se raréfier, aspirant tout l'oxygène disponible. La respiration de Claire s'arrêta net. Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable. La silhouette masculine apparut dans l'encadrement de la porte de la chambre. La lumière dorée du couloir découpait ses épaules larges. Claire se força à tourner la tête avec une lenteur effroyable. Chaque millimètre de mouvement semblait lui demander un effort surhumain. Le temps s'était suspendu, figeant la scène dans une éternité insoutenable. Le regard de Claire croisa celui de l'homme. C'était lui,
Antoine, son mari, son pilier, l'homme avec qui elle partageait sa vie, ses peines, son lit, depuis une décennie. Il portait un pantalon de pyjama confortable et un vieux t-shirt gris qu'elle lui avait offert à Noël 3 ans plus tôt. Dans ses mains, il tenait fermement un petit carnet de santé bleu ciel. Antoine s'arrêta brusquement, pétrifié. Le carnet lui échappa des mains, tombant sur le parquet avec un bruit sourd qui résonna comme une détonation dans le silence oppressant de la pièce. Son visage perdit instantanément toute couleur, devenant aussi blanc que les draps de l'hôpital. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur pure. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne parvint à franchir ses lèvres tremblantes. La jeune mère, Sophie, ramassa le carnet avec un sourire fatigué, totalement aveugle à la tragédie silencieuse et dévastatrice qui se jouait à quelques centimètres d'elle. « Merci, mon cœur, murmura-t-elle en tendant le document à Claire. « Tenez, docteur. Tout est écrit dedans. » Claire regarda le carnet bleu suspendu dans les airs. La nausée monta violemment dans sa gorge. Elle fixait la couverture. Sur la couverture du carnet, écrit en grosses lettres rondes, figurait le nom « Chloé », date de naissance, il y a 5 ans. 5 ans. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds, l'entraînant dans une chute vertigineuse sans fin. La réalité frappait son esprit avec la violence d'un accident de voiture. Cette petite fille malade, cet appartement luxueux, cette jeune femme qui appelait son mari mon amour, tout s'imbriquait dans une équation macabre. Antoine menait une double vie depuis au moins 6 ans, 6 années de mensonges calculés, de voyages d'affaires inventés de toutes pièces, d'absences injustifiées, pendant que Claire pleurait son infertilité dans leur appartement désespérément vide. Il construisait une famille parfaite dans un autre quartier de la même ville. La douleur qui transperça le cœur de Claire fut si aiguë qu'elle dut s'agripper au bord du lit pour ne pas s'effondrer physiquement. Antoine la fixait toujours, les yeux suppliants, implorant silencieusement son pardon, le regard d'un lâche pris au piège de sa propre médiocrité. La fureur, brûlante et destructrice, remplaça soudain l'incrédulité dans les veines de Claire, mais elle ne pouvait rien laisser paraître. Elle était médecin. Une enfant innocente, la fille de son mari, était en danger grave juste devant elle. Claire prit une profonde et douloureuse inspiration, forçant son visage à retrouver un masque d'une froideur clinique. Elle prit le carnet des mains de Sophie sans adresser un seul regard à l'homme qui venait de détruire sa vie. Claire feuilleta les pages du carnet médical avec des gestes mécaniques, ses yeux refusant de lire les informations qui dansaient devant elle. Elle se concentrait uniquement sur le son de sa propre respiration, cherchant à calmer les battements erratiques de son cœur. « Bien, » dit-elle d'une voix blanche, totalement dépourvue d'inflexion émotionnelle. « L'infection est profonde. Nous ne pouvons prendre aucun risque avec l'oxygénation. Je rédige immédiatement une prescription d'hospitalisation. Nous allons l'emmener au service de réanimation pédiatrique pour stabiliser son état respiratoire. » La mère, Sophie, éclata en sanglots nerveux, se couvrant le visage de ses mains tremblantes. Antoine fit un pas en avant, esquissant le geste de réconforter la mère de son enfant, mais il s'arrêta net sous le regard meurtrier, tranchant comme une lame de scalpel, que lui lança Claire. « Je viens avec vous dans l'ambulance, » balbutia Sophie en essuyant ses larmes. « Oui, c'est indispensable, » répondit sèchement Claire en rangeant son matériel à la hâte. « Préparez un petit sac avec ses affaires essentielles. L'équipe paramédicale va procéder au brancardage. »« Et le père » demanda l'infirmière de Claire, inconsciente du drame. « Le père peut nous rejoindre avec son propre véhicule, » trancha Claire d'un ton glacial qui ne laissait place à aucune discussion. Antoine baissa la tête. Pitoyable, vaincu. Claire remplit les formulaires avec une écriture nerveuse, chaque lettre griffonnée étant un acte de résistance contre la folie qui menaçait de l'engloutir. Le trajet de retour dans l'ambulance fut le moment le plus long et le plus torturant de toute l'existence de Claire. Assise à l'arrière, face à la mère éplorée qui tenait la main de la petite Chloé sous masque à oxygène, Claire fixait le vide. Le vacarme de la sirène hurlante dans la nuit lyonnaise se confondait avec le cri déchirant qui résonnait dans sa propre tête. Elle essayait de reconstruire le puzzle de ces dernières années. Chaque Noël où Antoine devait écourter le repas pour une prétendue urgence logistique. Chaque week-end passé, seule à regarder la pluie tomber sur le fleuve Rhône. Chaque fois qu'elle lui avait proposé d'adopter un enfant,
et qu'il avait repoussé l'idée, arguant qu'ils avaient le temps. Il avait déjà son enfant, il avait déjà sa famille parfaite. Claire se sentait non seulement trahie, mais humiliée, salie dans son intimité la plus profonde. L'ambulance arriva enfin aux portes des urgences pédiatriques. Les portes arrière s'ouvrirent dans un fracas métallique, laissant entrer l'air glacial de l'hôpital. Claire aida l'équipe à transférer la petite patiente vers la salle de déchocage. Elle transmit le dossier au médecin réanimateur, de garde avec une précision robotique. Son devoir médical était officiellement accompli. Dès qu'elle quitta la zone stérile, ses jambes cédèrent. Elle s'adossa lourdement contre le mur carrelé du couloir froid, glissant lentement jusqu'à s'asseoir sur le lino stérile. Les larmes, brûlantes et acides, commencèrent enfin à couler sans retenue. Claire rentra dans son appartement vers 4 heures du matin. Le silence des grandes pièces bourgeoises l'accueillit comme une tombe. Elle ne retira même pas son manteau humide. Elle marcha lentement à travers le salon, plonge dans l'obscurité. Chaque objet autour d'elle lui semblait soudainement étranger, toxique. Les photos de leurs vacances en Toscane sur la cheminée, le canapé en velours où ils regardaient des films le dimanche soir. Tout était une gigantesque mise en scène, une illusion cruelle. Elle se laissa tomber sur le sol, recroquevillée sur elle-même. La douleur physique irradiait de sa poitrine, si intense qu'elle croyait faire un infarctus. Pourquoi n'avait-il pas simplement demandé le divorce? Pourquoi l'avait-il laissé se consumer de culpabilité face à son infertilité, pleurer sur sa propre incapacité à porter un enfant, alors qu'il savait pertinemment qu'il avait fondé une famille ailleurs? La cruauté de cette lâche dissimulation la rendait folle. Les heures s'égrenèrent dans le noir absolu. Le jour se leva doucement sur Lyon, éclairant les façades de la ville d'une lumière grise et morne. Claire n'avait pas fermé l'œil. À 8 heures précises, le bruit de la clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée la fit sursauter. Antoine, il rentrait enfin. Il s'avança dans le couloir, l'air hagard, les traits tirés par une nuit blanche. Lorsqu'il vit Claire assise sur le sol du salon, le regard vide, il s'arrêta. L'atmosphère de la pièce était lourde de conséquences irrémédiables. « Claire, » murmura Antoine d'une voix brisée, s'approchant d'elle avec l'hésitation d'un animal apeuré. « Je t'en supplie, laisse-moi tout expliquer. » Claire leva lentement la tête. Ses yeux, d'ordinaire si chaleureux, n'étaient plus que deux puits de colère sombre et froide. « T'expliquer, » répéta-t-elle avec un rire sec, dépourvu de toute joie. « M'expliquer quoi, Antoine? Que tu es parti à Francfort dans le quartier de la Croix-Rousse, que tes réunions d'affaires portent des couches et s'appellent Chloé. » Antoine tomba à genoux devant elle, cherchant à saisir ses mains. Elle le repoussa violemment, comme s'il était porteur d'une maladie infectieuse. « Ne me touche pas, ne me touche plus jamais. » Antoine baissa la tête, misérable. « Ça a commencé il y a 6 ans, » avoua-t-il dans un murmure pitoyable. « Je l'ai rencontré au garage, en faisant réparer ma voiture. On a pris un café, puis un autre. C'était juste une parenthèse, une bêtise, je te le jure. » Mais elle est tombée enceinte rapidement. Claire sentit un goût de sang dans sa bouche à force de mordre l'intérieur de ses joues. Tu l'as mise enceinte. Pendant que je subissais des injections d'hormones, pendant que je pleurais dans les toilettes des cliniques de fertilité, tu le savais. Et tu n'as rien dit. Je ne voulais pas te détruire, tenta de justifier Antoine, les larmes coulant sur ses joues. Je t'aimais, je t'aime encore. Je ne savais pas comment te quitter après tout ce qu'on avait traversé. Alors tu m'as gardée comme une vulgaire plante verte décorative, hurla Claire, la voix brisée. « Elle sait que tu es mariée ?» demanda soudainement Claire, la voix tranchante ramenant un silence glacé dans la pièce. Antoine hésita une fraction de seconde, déglutissant péniblement. « Oui, je lui ai dit dès le début, mais je lui ai promis que j'allais divorcer. Je lui racontais que tu étais fragile psychologiquement, que je ne pouvais pas t'abandonner du jour au lendemain. » La vérité, nue, laide et visqueuse, s'étala devant Claire. Elle n'était pas seulement la femme trompée, elle était la folle, la faible, l'excuse pitoyable qu'il utilisait pour justifier sa lâcheté auprès de sa maîtresse. « C'est terminé, » déclara Claire d'une voix soudainement calme, d'un calme mortel. « Fais tes valises, immédiatement, sors de chez moi. » Antoine tenta de protester.
Claire, s'il te plaît, on peut en parler, on peut trouver une solution. Chloé est très malade, j'ai besoin de toi. Une solution, explosa Claire en se levant brusquement. Tu veux une solution? Retourne auprès de ta vraie famille. Ta fille a besoin de son père. Ta maîtresse a besoin de toi. Prends tes affaires et disparais de ma vue avant que je n'appelle la police pour t'expulser moi-même. Face à la détermination féroce de sa femme, Antoine comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Il se releva lourdement, entra dans la chambre conjugale et jeta quelques vêtements dans un sac de voyage. Claire le regarda partir sans verser une larme de plus. Le bruit de la porte se refermant derrière lui résonna comme la fin définitive d'une décennie d'illusions. Dès que le bruit de l'ascenseur disparut dans les étages inférieurs, le barrage émotionnel de Claire céda brutalement. La rage, accumulée pendant des heures, explosa. Elle attrapa le grand vase en cristal massif posé sur la console de l'entrée, un cadeau de mariage de ses beaux-parents, et le projeta de toutes ses forces contre le mur de briques apparentes. Le fracas du verre se brisant en 1000 morceaux étincelants fut libérateur. « Lâche, ordure !» hurla-t-elle dans l'appartement vide, sa voix se déchirant dans le silence. Elle marcha vers la cuisine, renversant les chaises design, balayant d'un revers de bras les bibelots soigneusement choisis ensemble. Chaque objet brisé était une vengeance dérisoire contre les années volées. 5 ans de mensonges quotidiens, des milliers de baisers empoisonnés, une colère sourde, primitive s'emparait d'elle. Elle vida les placards de la salle de bain, jetant les affaires de toilette d'Antoine dans le lavabo. Quand elle n'eut plus la force de rien casser, elle glissa le long du mur du couloir, s'asseyant au milieu des débris de cristal. Sa respiration était saccadée, ses mains couvertes de légères égratignures. Elle contempla le champ de ruines qu'était devenu son foyer, son sanctuaire. Tout était détruit, absolument tout. Qu'allait-elle devenir maintenant? La vie qu'elle connaissait s'était évaporée. Elle devait trouver un avocat, elle devait déménager, elle devait survivre. Claire essuya violemment ses joues humides, une détermination nouvelle, froide et tranchante, naissant dans son regard. Les semaines qui suivirent furent une descente aux enfers bureaucratiques et émotionnels. Claire avait demandé un congé sabbatique à l'hôpital. Elle ne supportait plus l'idée de croiser des pères aimants et inquiets dans les couloirs, la ramenant sans cesse à sa propre tragédie. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle triait des cartons dans son appartement en plein démantèlement, l'interphone sonna. C'était Antoine. Elle hésita à ouvrir, mais l'épuisement l'emporta sur la rancœur. Il apparut sur le pas de la porte, l'air ravagé, vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses yeux étaient cernés de noir profond. « Bonjour Claire » murmura-t-elle, n'osant pas entrer. Elle resta silencieuse, le visage fermé. Les examens de Chloé sont revenus, finit-il par lâcher, la voix brisée par l'émotion. C'est un neuroblastome, un cancer très agressif. Les médecins parlent de chimiothérapie lourde, peut-être d'une opération complexe. Claire, malgré le mur de glace qu'elle avait bâti autour de son cœur, sentit l'instinct du médecin tressaillir. Un enfant malade restait un enfant malade. « Je suis désolée pour ta fille, » répondit-elle sèchement. « Mais en quoi cela me concerne-t-il, Antoine ?» Il baissa les yeux, honteux. Les traitements expérimentaux coûtent une fortune. Et Sophie est enceinte de notre 2e enfant. Elle ne travaille plus. J'ai besoin de liquidité, Claire. Immédiatement. Je suis venu te demander d'accélérer la vente de l'appartement. Je suis prêt à te laisser une plus grande part, mais j'ai besoin de cet argent pour sauver Chloé. » L'audace de sa demande laissa Claire sans voix pendant une longue seconde. Il venait quémander le fruit de leur mariage pour sauver l'enfant de sa maîtresse. L'ironie de la situation était d'une cruauté absolue. Elle le regarda fixement, observant les tremblements nerveux de ses mains. La colère monta, mais elle la maîtrisa. Elle ne voulait plus se battre contre lui. Elle voulait juste qu'il sorte de sa vie pour toujours. « Je vais signer les papiers de la mise en vente dès demain, » déclara-t-elle d'une voix monocorde, vidée de toute substance. « Vends-le, prends l'argent, sauve ta fille, mais en échange tu disparais, tu ne m'appelles plus jamais, tu ne m'approches plus jamais, mon avocat s'occupera du reste. » Antoine fondit en larmes, s'effondrant presque contre le chambranle de la porte. « Merci, mon Dieu, merci, Claire. »« Tu es une femme extraordinaire, sanglota-t-il, pitoyable.
Ne te méprends pas, le coupa-t-elle sèchement en reculant. Je ne fais pas ça pour toi, ni pour elle. Je le fais pour une petite fille de 5 ans qui n'a rien demandé à personne. Et je le fais pour m'acheter la paix. Adieu, Antoine. Elle lui ferma la porte au nez et verrouilla la serrure à double tour. Le bruit métallique marqua la fin définitive de son ancienne vie. L'appartement fut vendu en un temps record. Les démarches de divorce avançaient rapidement. Avec sa part de la vente, Claire savait qu'elle pouvait racheter un petit logement modeste à Lyon, mais la ville entière lui devenait étouffante. Elle avait besoin d'air, de fuir loin de ces rues toxiques. Le besoin viscéral de quitter la ville la poussa vers la seule véritable ancre qui lui restait, son père. Henri vivait à 60 kilomètres de Lyon, dans un petit village pittoresque niché au cœur des vignobles du Beaujolais. Depuis le décès de la mère de Claire quelques années plus tôt, le vieil homme au caractère bourru mais profondément aimant s'était retiré dans une ancienne ferme en pierre dorée, cultivant son grand potager et s'occupant de ses poules. Claire n'avait pas prévenu de son arrivée. Elle chargea sa voiture avec ses valises contenant l'essentiel de sa vie et prit la route sous un ciel gris de fin novembre. À mesure qu'elle s'éloignait de la métropole, laissant derrière elle les embouteillages et le brouillard urbain, l'air semblait devenir plus pur, plus léger. Les collines vallonnées du Beaujolais, couvertes de vignes aux teintes rousses et dorées, défilaient par la fenêtre, offrant un paysage apaisant à son âme meurtrie. Lorsqu'elle gara sa voiture dans la cour caillouteuse de la ferme, l'odeur caractéristique de la fumée de bois de chauffage vint lui chatouiller les narines. C'était l'odeur de son enfance, l'odeur de la sécurité. Son père, vêtu de son éternel pull en grosse laine épaisse, sortit de la grange avec un panier de pommes. En voyant sa fille unique sortir de la voiture, les traits tirés, l'air épuisé, il laissa tomber son panier. Les pommes roulèrent sur les graviers. Il courut vers elle et l'enlaça avec la force brutale d'un père qui protège son enfant. Claire s'effondra en larmes contre son épaule. Les premiers jours à la ferme furent une convalescence silencieuse. Henri, avec la sagesse tacite des gens de la terre, ne posait aucune question intrusive. Il préparait des soupes paysannes fumantes, allumait de grands feux dans la cheminée monumentale, et laissait sa fille dormir de longues heures dans son ancienne chambre d'enfant, sous l'épaisse couette en plumes. L'air vif et piquant de la campagne opérait lentement sa magie thérapeutique. Un matin clair et glacial de décembre, Claire se leva tôt, animée par une soudaine énergie. Elle enfila une grosse parka de son père, des bottes en caoutchouc, et sortit dans la cour gelée. L'herbe craquait sous ses pas, recouverte d'une fine couche de givre scintillant. Elle se dirigea vers le tas de bois près de la grange. Son père passait des heures à fendre les bûches de chêne. Elle saisit la lourde hache aux manches patinées, la soupesa et tenta de frapper un gros rondin. La hache rebondit misérablement avec un bruit sourd, envoyant une onde de choc douloureuse dans ses avant-bras délicats. Elle grimaça de douleur, secouant ses mains engourdies. C'est à ce moment précis qu'une voix masculine, grave et amusée, résonna derrière elle. « Si vous continuez comme ça, vous allez y laisser vos poignets, mademoiselle. » Claire sursauta, laissant tomber la hache dans la neige fraîche. Elle se retourna vivement. Un homme de grande taille, la quarantaine, l'observait depuis la barrière de bois qui séparait la propriété de celle de la voisine. Il portait un bonnet en laine enfoncé sur les oreilles et un sourire charmant. L'homme enjamba la petite clôture de bois avec une souplesse naturelle et s'approcha. « Je m'appelle Julien, dit-il en tendant une main chaude et rugueuse. Je suis le fils de madame Martin, la voisine. Je viens passer les fêtes de fin d'année avec elle. » Claire hésita une seconde avant de serrer sa main. « Claire, je suis la fille d'Henri. Enchantée, Claire. Laissez-moi vous montrer comment on fait, sans finir aux urgences. » Le regard bienveillant de Julien déstabilisa légèrement Claire, habituée depuis trop longtemps à la froideur urbaine. Il ramassa la hache avec aisance, positionna ses pieds fermement dans la neige et d'un coup sec, précis, fendant l'air avec un sifflement, explosa la bûche en 2 morceaux parfaits. « C'est une question d'élan, pas de force brute, » expliqua-t-il en souriant. « Le bois doit céder sous le poids, pas sous votre colère. » La remarque frappa juste. Claire sentit ses joues rougir sous l'air piquant de l'hiver. « Vous avez l'œil, répondit-elle doucement. Julien resta silencieux un instant,
la scrutant avec une douceur inattendue. L'air de la campagne guérit beaucoup de choses, vous savez. Il planta la hache dans le billot de bois. Si vous avez besoin d'aide pour autre chose que la destruction de rondins de chêne, ma mère et moi sommes juste à côté. Bonne journée, Claire. Il repartit en sifflotant, disparaissant dans la brume matinale. Claire resta immobile un long moment, regardant le bois fendu. Pour la première fois depuis des mois, un sentiment nouveau effleurait son cœur, la curiosité. Les jours précédant le réveillon de la Saint-Sylvestre s'écoulèrent dans une douceur inattendue. Henri et la mère de Julien, madame Martin, avaient décidé de joindre leurs forces pour organiser le dîner de fête dans la grande cuisine de la ferme. L'ambiance était chaleureuse, rythmée par les odeurs de dinde rôtie, de marrons chauds et de vin chaud aux épices. Claire participait aux préparatifs avec un enthousiasme qu'elle croyait perdu à jamais. Julien était souvent présent, aidant Henri à réparer le vieux tracteur ou partageant un café brûlant sur le perron avec Claire. Leur conversation, d'abord timide, devenait de plus en plus profonde. Julien était architecte à Paris. Il avait ce mélange fascinant de sophistication intellectuelle et d'attachement viscéral à la terre de son enfance. Le soir du réveillon, la table était dressée avec soin, illuminée par des dizaines de bougies vacillantes. Dehors, la neige tombait à gros flocons, recouvrant le monde d'un manteau de silence protecteur. À l'intérieur, les rires résonnaient, le feu crépitait joyeusement dans l'âtre de la grande cheminée en pierre. À minuit pile, après les embrassades chaleureuses et les vœux échangés, Julien s'approcha du vieux tourne-disque de madame Martin et posa délicatement un vinyle de Jacques Brel. Les premières notes de piano mélancolique envahirent la pièce. Il se tourna vers Claire, lui tendant la main avec un léger sourire. « Vous m'accordez cette valse, docteur ?» Claire hésita, regardant cette main tendue comme si c'était une bouée de sauvetage. Elle glissa sa main dans la sienne. Julien l'attira doucement contre lui. Ils commencèrent à tourner lentement au milieu du salon au sol, en tommettes patinées, portés par la voix puissante et émouvante du chanteur. La chaleur du corps de Julien, la fermeté rassurante de son bras autour de sa taille, firent vaciller les dernières défenses de Claire. Le parfum de cèdre et de froid hivernal qui émanait de lui l'enveloppait. C'était un moment suspendu hors du temps, loin des trahisons de Lyon, loin des larmes et des mensonges. Pendant qu'ils dansaient, Julien baissa la tête vers elle, son souffle effleurant ses cheveux. « Mon père m'a dit pour votre divorce, murmura-t-il doucement, cherchant son regard. Je suis désolé si c'est indiscret. » Claire ne se braqua pas. Étrangement, elle se sentait en sécurité. « Ma mère vous a peut-être parlé de mon passé, » continua Julien, le regard soudain assombri par une tristesse ancienne. « J'ai été marié, moi aussi. Il y a 4 ans, j'adorais mon fils Léo. Il avait 3 ans quand il a eu besoin d'une transfusion sanguine en urgence. J'ai voulu donner mon sang. Et là, le corps de Julien se tendit imperceptiblement sous les doigts de Claire. J'ai découvert que mon sang n'était pas compatible. Je n'étais pas le père biologique. Ma femme me trompait depuis des années. Pire encore, les examens approfondis ont révélé que j'étais stérile depuis ma naissance. Une anomalie génétique. Le monde entier s'est écroulé. Elle est partie avec lui. Je ne l'ai jamais revue. » Claire s'arrêta de danser, pétrifiée par la résonance tragique de leur destin croisé. Elle leva les yeux vers lui, lisant dans ses prunelles sombres l'exacte réplique de sa propre douleur, la même trahison fondamentale, la même sensation d'injustice corporelle face à l'infertilité. Elle leva doucement la main et effleura la joue de Julien, un geste d'une tendresse infinie, totalement instinctif. « Moi aussi, murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Mon mari me cachait une autre famille, parce que je ne pouvais pas lui donner d'enfant. Je connais cette douleur, Julien, je la connais de l'intérieur. » Julien ferma les yeux un instant au contact de sa main, comme pour absorber la chaleur de sa compréhension. Dans le silence du salon, perturbé seulement par le crépitement du feu et le souffle du vent hivernal contre les vitres givrées, un lien invisible et indestructible venait de se forger entre eux. 2 âmes brisées qui, en se heurtant, trouvaient exactement la pièce manquante de leur propre réparation. Le reste de la soirée se déroula dans une intimité nouvelle. Ils restèrent éveillés jusqu'à l'aube, assis devant la cheminée, à partager leurs peurs,
leurs blessures intimes et leurs espoirs timides pour l'avenir. Quand le soleil d'hiver finit par se lever sur le vignoble du Beaujolais, teignant la neige de reflets roses et dorés, Claire sut, avec une certitude absolue, que sa retraite à la campagne ne marquait pas la fin de sa vie, mais bel et bien le début du deuxième acte. Les mois qui suivirent, cette nuit fondatrice furent une période de reconstruction lente et lumineuse. Claire dut retourner à Lyon pour reprendre son poste à l'hôpital, mais la ville ne l'effrayait plus. Elle était transformée. Julien, de son côté, avait demandé sa mutation dans un cabinet d'architectes lyonnais pour se rapprocher d'elle. Il refusait de la laisser affronter la métropole seule. Ensemble, ils arpentèrent les rues de Lyon pour trouver un nouveau nid pour Claire. Julien, avec son œil de professionnel, visita d'innombrables appartements, éliminant les biens sombres ou mal agencés. Ils finirent par trouver la perle rare, un magnifique canut sous les toits, baigné de lumière naturelle, situé près de l'immense parc de la Tête d'Or, le lieu parfait pour respirer et tourner la page. Un soir de printemps, alors que les lilas du parc exhalaient leur parfum enivrant à travers les fenêtres grandes ouvertes, Julien invita Claire dans un authentique bouchon lyonnais, une de ces tavernes traditionnelles aux nappes à carreaux rouges et blancs. L'atmosphère y était bruyante, conviviale, parfumée, aux arômes de saucisson brioché et de quenelle. Julien semblait nerveux, il jouait sans cesse avec le pied de son verre de vin rouge. Au moment du dessert, il posa sa main sur celle de Claire. Son regard était intense, brûlant d'une émotion contenue. « Claire, commença-t-il, la voix légèrement tremblante, ces derniers mois avec toi ont été une résurrection. Tu as recousu mon cœur, morceau par morceau. Je ne veux plus jamais vivre loin de toi. » Claire sentit son cœur s'emballer, un frisson délicieux parcourant sa nuque. Julien glissa une petite boîte en velours bleu sur la nappe à carreaux. « Claire, je sais que nos passés sont lourds. Je sais que la nature a décidé que nous ne pourrions pas créer la vie de nos propres corps. Mais je me fiche de la biologie. L'amour est un choix, pas une équation génétique. Épouse-moi. Construisons notre propre famille. Adoptons un enfant. Donnons à une petite âme abandonnée tout l'amour que nous avons en réserve. Tu es la femme de ma vie. » Claire regarda la bague délicate qui scintillait dans la pénombre du restaurant. Les larmes qui lui montèrent aux yeux n'avaient plus le goût amer de la trahison, mais la saveur sucrée de la joie absolue. « Oui, » murmura-t-elle en serrant fort sa main. « 100 fois oui, Julien. » Leur mariage fut célébré à la fin de l'été dans la petite mairie du village du Beaujolais, entourée d'Henri, de la mère de Julien et de leurs amis les plus proches, une fête simple, champêtre et profondément authentique. Immédiatement après, ils entamèrent le parcours du combattant de l'adoption. Un processus long, complexe, jonché d'évaluations psychologiques et de dossiers administratifs interminables. Mais leur amour et leur solidité forgée dans les épreuves passées impressionnèrent les travailleurs sociaux. Moins d'un an plus tard, un appel téléphonique de l'aide sociale à l'enfance bouleversa leur existence. Un petit garçon de 3 ans, nommé Léo, attendait une famille. La première rencontre avec Léo dans la maison d'enfants à caractère social fut un moment d'une intensité bouleversante. Le petit garçon, aux grands yeux bruns craintifs et aux boucles indisciplinées, se tenait en retrait, serrant contre lui un ours en peluche usé. Claire s'agenouilla lentement à sa hauteur, retenant sa respiration pour ne pas l'effrayer. Elle lui tendit une petite voiture rouge en bois qu'elle avait achetée le matin même. Léo hésita de longues minutes, jaugeant ces adultes inconnus. Puis, avec une lenteur extrême, il avança sa petite main potelée et prit le jouet. Quand ses doigts effleurèrent ceux de Claire, une décharge émotionnelle foudroyante la traversa. Elle sut, à cette seconde précise, que ce petit être était son fils. L'arrivée de Léo dans l'appartement lumineux près du parc de la Tête d'Or transforma leur quotidien en un joyeux chaos. Les rires d'enfants résonnaient enfin contre les murs. Julien se révéla être un père exceptionnel, patient et inventif, construisant des cabanes en couverture dans le salon et apprenant à Léo à faire du vélo dans les allées du parc. Claire, de son côté, découvrait les joies simples et immenses de la maternité. Préparer le goûter, soigner les égratignures, raconter des histoires avant de dormir, son passé douloureux avec Antoine, l'histoire cruelle de la double vie,
de la maladie de Chloé, tout cela semblait appartenir à une autre vie, lointaine et brumeuse. La paix s'était installée dans sa maison. Mais la vie, dans sa grande ironie poétique, n'avait pas encore terminé son œuvre avec Claire. Lorsque Léo célébra son 5e anniversaire, avec un grand gâteau au chocolat et des éclats de rire entourés de ses copains d'école, Claire commença à ressentir des symptômes étranges. Une fatigue abyssale s'abattit sur elle. Les odeurs de la cafétéria de l'hôpital lui donnaient soudainement des nausées incontrôlables. Une irritabilité sourde s'emparait d'elle à la moindre contrariété. Au début, elle mit cela sur le compte du stress, du surmenage aux urgences pédiatriques, de l'épuisement d'être une jeune mère qui travaille. Mais les semaines passèrent et les étourdissements s'intensifièrent. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner de Léo, le sol de la cuisine sembla tanguer sous ses pieds. La lumière blanche du néon l'éblouit douloureusement. Elle dut s'agripper au plan de travail pour ne pas s'effondrer. Une peur panique, froide et visqueuse s'insinua dans son esprit. Sa mère était morte jeune d'une grave maladie dégénérative, commençant par ce genre de vertige inexpliqué. L'angoisse de laisser Julien seul, de priver le petit Léo de sa mère une seconde fois, la paralysait. Elle devait en avoir le cœur net. Sans rien dire à son mari pour ne pas l'inquiéter prématurément, elle profita d'une pause dans son service pour aller voir le docteur Moreau, un vieil ami et chef du service de médecine interne de son hôpital. L'attente des résultats sanguins fut une véritable torture psychologique. Assise dans le bureau du docteur Moreau, l'odeur antiseptique de l'hôpital lui rappelant soudain la nuit où toute son ancienne vie avait basculé, Claire triturait nerveusement l'ourlet de sa blouse blanche. Le vieux médecin, aux lunettes épaisses, scrutait les résultats imprimés avec un long silence insoutenable. Il posa finalement la feuille sur son bureau en bois, ôta ses lunettes et la regarda avec une expression indéchiffrable. « Alors, demanda Claire, la voix étranglée par la terreur, « c'est grave. Dis-moi la vérité, Marc. Ne me cache rien. » Le docteur Moreau laissa échapper un petit rire étouffé, secouant doucement la tête. « Grave, Claire, je ne sais pas si le terme est approprié. Disons que la science médicale a parfois ses limites, et que les diagnostics passés sont parfois déjoués par la nature. » Claire fronça les sourcils, totalement perdue. « De quoi parles-tu » Le médecin se pencha vers elle, les yeux pétillants. « Claire, tu n'as pas de tumeur, tu n'es pas malade, tu es enceinte, de 9 semaines pour être exact. » Le silence tomba dans la pièce avec la violence d'une bombe atomique. Enceinte, c'était physiologiquement impossible. Julien était stérile, elle l'était aussi. Les médecins avaient été formels des années auparavant. « C'est absurde, balbutia-t-elle, le souffle coupé, le cœur battant à la chamade. Nous sommes infertiles tous les deux. Il y a une erreur de laboratoire. » Le vieux médecin sourit tendrement. « Il n'y a pas d'erreur, Claire. J'ai fait vérifier 2 fois. C'est ce qu'on appelle vulgairement un miracle de la vie. » Claire quitta le bureau médical dans un état second. Les couloirs de l'hôpital semblaient flotter autour d'elle dans un halo irréel. Enceinte, elle portait la vie. Contre toutes les probabilités scientifiques, contre la logique médicale implacable, son corps et celui de l'homme qu'elle aimait profondément avaient réussi l'impossible. Leur traumatisme physique et psychologique avait été guéri par la force de leur reconstruction. Le soir même, de retour dans le cocon chaleureux de leur appartement canute, elle attendit que le petit Léo soit endormi. Julien lisait un livre sur le canapé, éclairé par la douce lumière cuivrée d'un lampadaire. Claire s'approcha de lui, tremblante de la tête aux pieds. Elle posa la petite enveloppe blanche contenant l'échographie sur le livre ouvert. Julien leva les yeux vers elle, intrigué par son visage pâle et ses larmes silencieuses. « Qu'est-ce que c'est, mon amour ?» « Ouvre-la, chuchota-t-elle, incapable de prononcer les mots à voix haute. Julien ouvrit délicatement l'enveloppe. Ses yeux scrutèrent l'image noire et grise, cherchant à en comprendre le sens. Puis son regard se figea. Il reconnut la forme minuscule, le petit cœur battant imprimé sur le papier glacé. Ses mains se mirent à trembler avec une violence inouïe. Il releva lentement la tête vers Claire. Le visage de l'architecte, d'ordinaire 6 mètres de lui, se décomposa sous l'assaut d'une émotion pure, brute et dévastatrice. C'est impossible, balbutia-t-il.
les larmes dévalant instantanément sur ses joues. Claire s'agenouilla devant lui, prenant son visage entre ses mains. « C'est un miracle, Julien, murmura-t-elle en collant son front contre le sien, leurs larmes se mélangeant. Notre miracle, nous allons avoir un bébé. » Julien la prit dans ses bras avec une force désespérée, enfouissant son visage dans le cou de sa femme, sanglotant comme un enfant. Toute la souffrance de son propre passé, l'humiliation de sa stérilité supposée, tout s'effaçait dans l'étreinte de cette nuit lyonnaise parfaite. Le hasard, la nature, ou Dieu, peu importe le nom qu'on lui donnait, leur offrait la plus incroyable des rédemptions. Les mois de grossesse furent vécus comme un rêve éveillé. Claire, pourtant médecin prudente, savourait chaque nausée, chaque coup de pied dans son ventre arrondi, comme une bénédiction divine. Le petit Léo, fier de son rôle imminent de grand frère, parlait au ventre de sa mère tous les soirs, racontant ses journées d'école à la petite âme qui grandissait à l'intérieur. 9 mois plus tard, au cœur de la nuit d'hiver, sous une tempête de neige rappelant étonnamment leur première rencontre dans le Beaujolais, Claire donna naissance à une petite fille en parfaite santé. Ils l'appelèrent Victoire, car c'était exactement ce qu'elle représentait, une immense victoire éclatante sur la fatalité, sur la trahison, sur le désespoir. Le jour où Claire rentra à la maison avec sa petite fille blottie contre sa poitrine, le monde entier semblait avoir trouvé son équilibre parfait. L'appartement résonnait des rires de Léo, excité de découvrir sa petite sœur. Julien, l'homme qui pensait ne jamais pouvoir donner la vie, tenait son fils adoptif par la main, contemplant sa femme et sa fille biologique avec une adoration infinie dans le regard. Claire regarda par la grande fenêtre qui donnait sur les arbres majestueux du parc de la Tête d'Or. Elle repensa, le temps d'une fraction de seconde furtive, à cette nuit de pluie terrible, à l'ambulance bleue, à la porte de l'appartement de la Croix-Rousse, à la trahison destructrice d'Antoine. Si tout cela ne s'était pas produit, si elle n'avait pas vécu l'enfer le plus absolu de la désillusion, elle n'aurait jamais pris la route du Beaujolais. Elle n'aurait jamais fendu cette maudite bûche de bois. Elle n'aurait jamais croisé le regard bienveillant de Julien. Elle n'aurait jamais sauvé le petit Léo de sa solitude. Et la petite Victoire ne serait jamais née. La douleur cuisante du passé n'était finalement que le prix exorbitant, mais nécessaire, à payer pour accéder à ce bonheur absolu, authentique et inébranlable. La boucle était bouclée. La femme trompée et brisée avait laissé place à une matriarche rayonnante, entourée de l'amour le plus pur qui soit. Aujourd'hui, quand Claire regarde sa famille réunie autour de la grande table en chêne du salon dominical, elle ressent une profonde gratitude. Elle a appris la plus belle leçon de l'existence. Les plus grandes tragédies ne sont souvent que des tempêtes nécessaires pour balayer les illusions toxiques et faire place à notre véritable destin. Son parcours médical a pris une nouvelle dimension. Elle accompagne désormais les couples en difficulté avec une empathie extraordinaire, puisant dans sa propre histoire la force d'insuffler l'espoir là où il semble avoir définitivement disparu. Quant à Antoine, il est resté un lointain souvenir, une ombre effacée par l'éclat de sa nouvelle vie. Elle a su, par des collègues communs, que la petite Chloé avait survécu à sa maladie après de lourds traitements, ce qui l'a soulagée. Mais l'histoire d'Antoine ne lui appartient plus. Son histoire à elle s'écrit maintenant dans les rires complices de Julien, dans les dessins bariolés de Léo accrochés sur le frigo, et dans les premiers pas maladroits de Victoire. La vie a une imagination bien supérieure à la nôtre, et parfois le pire moment de votre existence cache en réalité la graine de votre plus beau miracle. Il suffit de traverser la tempête, de garder le cœur ouvert, et de laisser le temps accomplir sa magie réparatrice. Claire a survécu à l'effondrement de son univers pour en construire un autre, infiniment plus beau, infiniment plus vrai, et cela personne ne pourra jamais le lui enlever. L'histoire de Claire et Julien s'achève sur ce triomphe absolu de l'amour et de la résilience. Après avoir touché le fond du désespoir, après avoir affronté la double vie cruelle d'Antoine et le couperet d'une infertilité présumée, ils ont su reconstruire un bonheur sur mesure. L'adoption merveilleuse de Léo, couronnée par la naissance miraculeuse et scientifiquement improbable de la petite Victoire, prouve que le destin réserve parfois d'incroyables surprises à ceux qui refusent d'abandonner.
Leur famille n'est pas née des liens du sang au départ, mais d'une résilience partagée face à la douleur amoureuse. Et vous, croyez-vous que les plus grandes épreuves de la vie sont en réalité des chemins détournés vers notre véritable bonheur? Pensez-vous qu'un miracle puisse se produire lorsque tout semble perdu d'avance? Partagez vos propres expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de renaissance et d'amour inattendu vous a ému, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir notre travail, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires poignantes et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la lumière finit toujours par revenir après la tempête. Merci du fond du cœur de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau récit de vie captivant.